Merci à tous. Bienvenue à tout le monde qui se joigne parmi nous. Donc, effectivement, on fait le 3e café SACAD dans le cadre du mois de l'autisme ici au Québec. Donc, c'est le mois complet, le mois d'avril. On a décidé de faire 3 cafés SACAD sous différentes thématiques. Et donc, aujourd'hui, c'est la thématique de la compréhension de l'autisme à travers les établissements. Donc, on a depuis plus d'une dizaine d'années là, où on partage, effectivement, c'est le mot que je cherchais, notre compréhension de l'autisme, nos interventions à travers différents établissements, que ce soit au Québec, en France, en département outre-mer. Donc, aujourd'hui, on a décidé là, d'avoir des invités avec nous pour partager cette expérience-là, entendre vos expériences aussi. J'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis Catherine Saint-Charles-Vernier. Je suis neuropsychologue, directrice clinique chez SACAD. Et Lise Saint-Charles et Brigitte Harrison qui sont avec nous, les cofondatrices de SACAD. Donc, voilà, on est en direct du Québec pour nous. Voilà. Et Chamzadine Belkayat, tu as accepté là, d'animer ce café. Merci à toi. Donc, tu es père président de Bleu Network, mais je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux nous partager sur qui tu es. J'avais coupé mon micro. Et bah oui, le plus important, c'est que je suis papa d'un jeune garçon autiste, hein. C'est un peu le départ de tout et c'est ce qui m'a également, permis de me rapprocher de vous et donc voilà, c'est une des choses principales qui fait qu'aujourd'hui je suis parmi vous. Super. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi là, 2 personnes avec qui on a développé une belle complicité depuis plus de 10 ans, avec qui on travaille. Donc, Patrick Varazo et Florence Varazo, merci d'être présents. Donc, Patrick, tu es directeur des services de l'association Envol-Lorraine à Saint-Avold. Donc de plusieurs établissements, et Florence aussi directrice de la même association, mais je vous laisse peut-être vous présenter parce que là, je sais qu'il y a plusieurs établissements dans lesquels vous dirigez et il y a plusieurs noms que je suis moins habituée. Alors, moi, c'est Florence Varazo et donc je suis directrice au sein de l'association Envol Lorraine et je dirige donc un CESA de TSA sur la Moselle-Est qui accompagne 35 enfants actuellement. Et j'ai également en charge de l'habitat inclusif où on a 8 appartements en habitat inclusif pour des adultes autistes. Et j'ai également en charge un GEM, TSA départemental sur toute la Moselle. Et actuellement, il y a plus de 50 adhérents. Et ce GEM s'appelle Ensemble pour l'avenir. Et on a également une équipe de diagnostic sur la Moselle-Est. Ce sont les professionnels du CESAD qui sont formés au diagnostic TSA. Voilà, je laisse la parole à Patrick. Donc, moi, Patrick Varazo, l'époux de madame. Donc, moi, je dirige depuis 2009 un CESAD, donc TSA, sur le Bas-Saouillet, à Saint-Avold, qui compte actuellement 50 places. On gère également une UMA sur Metz pour cet enfant autiste. Et puis, également, je dirige à SAMSA, donc départemental, sur tout le département de la Moselle. Et là, actuellement, on accompagne une 50aine de personnes adultes. On a également sur Saint-Avold une équipe diagnostique, voilà, donc toujours conventionnée avec le Centre Ressources Autisme de l'AXOU, de Lorraine. Voilà en gros nos activités qui sont bien chargées. Ouais. Merci. Et il y a également Leslie Puton qui a accepté d'être présente parmi nous. Donc, Leslie, tu es psychologue du développement, donc à l'IME L'Oasis à Mitry-Mory, donc en Île-de-France. À l'IME, vous accueillez des enfants adolescents jusqu'à 21 ans et puis tu es formé, supervisé avec l'approche chez le modèle SACAD depuis 2021 grâce à l'IME. Et tu interviens auprès des usagers, des professionnels pour accompagner, mieux superviser les équipes dans leur prise en charge. Est-ce que je t'ai bien présenté? C'est ça, tout est bon. Super. Merci beaucoup d'être parmi nous là, pour partager également ton expérience. Donc, Allô. je laisse la parole à Chamzine qui pourra animer ce café. Écoutez, bah, merci à tous, hein, merci à tous ceux qui nous regardent aussi, hein, qui ont fait la démarche de s'inscrire pour en savoir plus.
Parce que autant il y a beaucoup de personnes qui connaissent SACAD, qui connaissent le modèle, qui ont déjà vu, alors Brigitte et Lise, on ne vous a pas présenté, mais on ne vous présente plus, hein, vous êtes les fondatrices du modèle, vous adorez la France, hein, ça c'est un événement, vraiment quelque chose qui est sûr. Ah oui? Et donc voilà, vous venez souvent. On vous rate plus dans les différents salons d'autisme et autres événements, et c'est vraiment pour notre plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Catherine, hein, qui est la directrice clinique et qui est également de plus en plus présente sur le territoire européen, donc c'est sympa aussi de la voir. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le modèle, et pourtant ils en entendent beaucoup parler, et notamment dans le cadre des implantations dans les établissements, ce que le modèle peut apporter et ce que cette compréhension de l'autisme à travers le modèle SACAD peut apporter. Donc, merci à tous d'être présents, et on va d'ores et déjà commencer pour aller un peu plus loin sur ces éléments. Ma question s'adresse donc à Florence, Patrick et Leslie. Qu'est-ce que la compréhension de l'autisme à travers notamment le modèle SACAD, hein, dont l'hypothèse de base est la compréhension du fonctionnement interne des personnes autistes? Qu'est-ce que cette compréhension de l'autisme vous a apporté, vous en tant que professionnel et dans vos établissements? J'ai commencé du coup. Est-ce que vous voudriez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas du tout là, notre compréhension de l'autisme, peut-être on pourrait faire un mini résumé de ce que c'est cette compréhension-là. Juste avant, Brigitte. En 3 mots. 3 mots, Brigitte. Non, c'est pas vrai. Vas-tu m'en vouloir, Chance? Simplement pour préciser le modèle SACAD, c'est un modèle d'accompagnement en autisme où il y a d'abord une lecture de l'autisme. C'est ce qui différencie le modèle. Il y a une lecture de l'autisme d'abord et avant tout, et c'est accompagné d'une façon de communiquer avec la personne autiste. Je veux préciser que pour certains, l'autisme à un certain niveau, l'autisme c'est une différence. À mon niveau, c'est une condition neurodéveloppementale et on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné et on a besoin d'avoir accès à la communication de plus en plus. Donc, c'est ce que SACAD fait, c'est qu'il y a cette espèce de façon de lire, il y a cette façon de communiquer et il y a différentes techniques à travers tout ça pour l'accompagnement. C'est un peu ça. C'est très différent de ce qui existe dans les autres modèles. Bon. Alors, vas-y, Florence, à toi. Je t'ai coupé. Merci. Madame Alors, pour les professionnels, au niveau de la compréhension de l'autisme, ça a apporté des réponses aux questions qui se posaient dans l'accompagnement des enfants qu'on a eu au départ de la création des CESAD. On n'avait pas de réponse à certaines questions et ça a apporté des réponses. Et pour les professionnels, ils peuvent mieux comprendre le fonctionnement interne de la personne et définir mieux les besoins qu'ils ont au quotidien. Et on peut mettre en place, avec cette compréhension, on peut mettre en place une organisation qui est commune à tout le service et à tous les services pour lesquels on travaille. Et du coup, on a une organisation qui est harmonisée sur l'ensemble des services. Et ça permet aussi, les professionnels constatent que quand on accompagne ces personnes autistes et qu'on comprend mieux leur fonctionnement, ils ont moins de crises, ils ont une meilleure compréhension d'eux-mêmes, ils comprennent mieux la formation, il y a plus de sens et les professionnels sont plus mobilisés pour trouver des solutions et améliorer les pratiques quand ils comprennent mieux comment fonctionne une personne autiste. Voilà, un petit peu dans l'ensemble. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, ce que je peux dire pour les adultes qu'on accompagne, parce que souvent, quand ils arrivent chez nous, c'est qu'ils ont eu, leur vie a été chaotique, on va dire, donc c'est très compliqué, ils ont des situations vraiment très, très, très complexes. Et en fait, à l'entretien d'admission, tout de suite, on les rassure, ils comprennent avec qui ils échangent. Donc ça, c'est important, c'est la direction, la psychologue qui peut être présente. Et tout de suite, et c'est ce qu'ils nous disent, on comprend, vous nous comprenez, quoi. Voilà. Et ça, tout de suite, on lève les barrières là, il nous faut confiance.
Et après, on sait qu'on va pouvoir travailler avec eux. Parce que la condition qu'ils ont, on la comprend. De par le diagnostic aussi, on peut le dire, parce que ce que et Brigitte décrivait dans son livre sur la pensée autistique, eux nous le redisent dans les évaluations diagnostiques qu'on fait. Donc, on sait aussi de quoi ils leur retournent. Donc, du coup, tout ça fait qu'ils sont en confiance avec nous et qu'on va pouvoir ensuite engager un travail. Parce que la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'on est un peu leur dernière chance parce qu'ils ont vu beaucoup de psychologues en libéral, parce que souvent, c'est des jeunes adultes ou des adultes moins jeunes et qui n'ont pas eu de suivi. Et donc, on est un peu leur dernière chance. Donc, nous, on va leur expliquer, lors de cet entretien, comment on va travailler avec eux, parce que c'est ça qu'ils veulent. On va pas, donc, je leur dis concrètement ce qu'on va faire avec eux, comment on va pouvoir les aider. Et on va leur expliquer aussi, puisque c'est souvent le point dur, c'est la psychologue, pourquoi ils en ont vu plusieurs. Et là, on va expliquer comment les psychologues chez nous vont travailler, les neuropsychologues. Voilà, on ne va pas être dans un bureau à discuter, mais on va être sur de la remédiation cognitive et on va utiliser les outils SACAD pour justement aider à tout ça. Voilà. Et tout de suite, là, on voit la lumière dans leur petite tête qui s'allume et on sait que là, on a gagné la partie et après, on va pouvoir travailler. Parce que si on n'a pas l'adhésion là, on ne peut pas partir, on ne peut pas travailler. Peu importe l'approche, j'ai envie de dire. En tout cas, celle-ci, elle leur parle, ça c'est certain. Voilà en tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à la question que vous venez de poser et pour la partie adulte. D'ailleurs, qu'ils soient... on a aussi les parents qui sont là. Donc, ces parents-là aussi, très souvent, quand on parle, tout de suite, ils se sentent compris. Ou alors, ils se disent « Ah, mais j'aurais peut-être dû… voilà. » Donc, après, le travail à s'engager, ça, c'est un premier entretien. Mais en tout cas, c'est vraiment la porte d'entrée pour la suite de l'accompagnement. Les professionnels, ils constatent souvent qu'ils sont moins anxieux, il y a moins d'anxiété, donc ils sont plus concentrés quand on travaille avec eux et on voit que les professionnels, ils sont contents de mieux les comprendre et de pouvoir agir efficacement avec SACAD avec les jeunes. Il y a un sens à l'accès de la formation qui va être donné et donc quand ils ont accès à l'information, c'est plus facile. On évite beaucoup de choses. Leslie, est-ce que tu nous entends? Parce que je vois dans les messages que tu ne nous entends pas. Peut-être se reconnecter. Ouais, c'est ça. OK. Parce que là, ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu peux parler, non, Leslie? Si tu remets Elle va ton se micro. reconnecter. Bon, Elle va se d'accord. reconnecter. D'accord. Merci Florence et Patrick. Patrick, une petite question en plus, puisque vous avez également une UMA, donc une unité d'enseignement maternel autisme, et donc que le modèle SACAD a également été implanté dans l'UMA. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur ces jeunes enfants? Puisque je pense que l'UMA existait déjà aussi avant que vous implantiez le modèle SACAD. Est-ce que tu as vu une différence ou est-ce que tu vois une différence entre éventuellement d'autres publics qui sont également accueillis en UMA et qui n'ont pas le modèle SACAD? Alors, bon, moi, je vais parler de l'UMA que je dirige. Alors, non, elle a ouvert en 2015, donc avec Brigitte Élise en même temps. Donc, on a fait cette ouverture-là. Ça a été la première UMA SACAD. D'ailleurs, c'est la seule en France. Donc, on a installé. Donc, j'ai fait le choix, puisque on en parlera peut-être plus tard, mais au départ, on avait deux types d'approches, de 2009 à 2013, avant que je nous rencontre et qu'on travaille avec la clinique SACAD. J'avais des approches comportementales dans nos services. Les équipes étaient formées à ça. Et donc, en 2016, ça fait déjà depuis 3 ans, 2015, ça faisait 2 ans, on démarrait, on va dire, l'approche SACAD, et on a tout de suite mis en place ce modèle-là avec les petits, tout de suite. Voilà. Et en fait, parce que moi, j'étais déjà convaincu qu'on avait besoin d'une approche qui était développementale. On avait besoin de ça. Donc, ce qu'on remarque surtout, moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est du développement. Donc, c'est long, mais à la fin, on a des résultats. Et quand on voit les petits là qu'on suit, moi, j'ai une tonne de vidéos qui pourraient vous le montrer. On va avoir ces petits jeunes qui, au bout de 3 ans, et finalement, ils vont avoir le développement d'un enfant ordinaire de 6-7 ans. Ils vont parler des mêmes sujets. Et c'est assez impressionnant, quoi. Donc, en fait, c'est ça que nous, on souhaite. C'est avoir des jeunes qui rattrapent leur développement et qui soient de vrais petits-enfants. Voilà. Et à l'UMA, aujourd'hui, on en est fiers de ça. Et c'est pour ça que, on a choisi cette approche-là pour avoir ce résultat-là à la fin. Voilà. Je ne peux pas parler des autres parce que je ne peux pas comparer avec les autres. En tout cas, je peux comparer par contre par rapport au CESAT qu'on avait avant, où on utilise d'autres approches et une autre forme de travail.
Voilà. Par rapport à l'UMA, Patrick, à la fin des 3 ans, parce qu'une promo d'UMA, c'est 3 ans, entre 3 et 6 ans, est-ce que tu as un pourcentage des élèves, sortants qui rejoignent le milieu ordinaire? Alors oui, alors tout le monde aime bien ça, les financeurs, les MDPH aiment bien les résultats. Moi, encore une fois, alors oui, j'ai fait des statistiques parce qu'on a eu des rencontres avec nos agences régionales de santé. On devait être, je trouve, autour de 75-80% de jeunes qui retournent en milieu ordinaire. On en a très peu qui retournent vers les IME. Mais en soi, c'est pas ça le problème. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les UMA ont été créés pour prendre les enfants les plus atteints. Et nous, on s'attache à cela. C'est-à-dire que là, on a rentré 4 petits à la rentrée. Les 4 petits que nous avons rentrés, je peux vous assurer que c'est des enfants qui sont vraiment, qui ont vraiment des gros troubles, quoi, hein, qui s'arrachent les cheveux, qui sont bien évidemment pas propres, qui ne sont pas verbaux. Voilà, nous, on va prendre, et en plus, d'un point de vue social, qui ont d'énormes difficultés. Voilà. Donc, on part déjà sur cette base-là parce qu'il y a une équipe médico-sociale qui est formée, qui est là, il y a des moyens, donc on doit prendre ce type de population-là. D'accord? Et après, on va s'apercevoir que c'est pas une question, on ne peut pas savoir finalement comment ils vont évoluer. Ça, on ne peut pas miser là-dessus, c'est impossible. Donc, dans le meilleur des cas, c'est bien. Et encore, je ne sais pas, ils iront dans le milieu ordinaire, très bien. Ils iront peut-être dans une Ulysse ou en CP. On en a beaucoup qui auront ce type d'orientation. Et puis après, si ça ne suffit pas, parce que en France encore, on estime que parfois, ils n'ont pas leur place dans l'école ordinaire et qu'ils doivent aller dans un IME, et à ce moment-là, ce n'est pas grave, parce que tout le travail qui aurait été fait, que ce soit d'ailleurs au niveau de la personne, au niveau aussi de sa famille, il aura porté ses fruits. Et l'enfant, il aura quand même évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut arrêter de se leurrer en disant que les UMA vont régler tous les problèmes. Non, on parle de développement. Voilà, moi je peux rendre des enfants, on peut les rendre, ça dépend ce qu'on veut dans la vie, quoi. Soit on va les rendre fonctionnels, d'accord, c'est-à-dire des enfants qui vont être autonomes à un moment donné dans leur vie. Mais on peut aussi, comme on le faisait avant, genre, entre guillemets, robotiser des gens, leur faire apprendre des choses, voilà, sans réflexion. C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est ça que nous on a compris dans le modèle SACAD et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Mais ça prend. Ouais, excuse. L'idée de base quand on intervient en autisme, c'est pas de faire des non-autistes, c'est d'arriver à harmoniser pour qu'on soit de plus en plus fonctionnel. Quand on est porteur de la condition, on a des effets épouvantables au niveau de la tête, il faut que ça arrête. Il faut avoir de l'aide pour que ça arrête. Et à partir de ce moment-là, quand on arrive à harmoniser, on devient de plus en plus, on va dire, fonctionnel, parce qu'on n'a pas de terme encore pour savoir comment ça fonctionne. Mais l'idée n'est pas de devenir des non-autistes et des performants, ou comme disait à une certaine époque Dr Motron, des pseudo-neurotypiques. C'est surtout pas ça qu'on veut devenir. On veut devenir nous-mêmes et être capable d'accéder à quelque chose à la hauteur de nos moyens. Et je pense que, quand on réussit à faire cet aspect-là, quand on réussit à accompagner avec cette espèce de volonté de simplement mieux fonctionner, je pense qu'on est déjà gagnant tout le monde, là. On donne accès à l'apprentissage après ça pour la personne et c'est ça qui est énorme, là. C'est un petit peu ça, je dirais, qui nous distingue, là, c'est certain, avec ce modèle-là, là, c'est que comme on va aller répondre à tous ces besoins-là, on va comme apaiser et la personne va devenir disponible pour faire les apprentissages avec le potentiel qu'elle a, bien sûr. Leslie, merci Patrick, hein. Leslie, donc toi, dans ta pratique de neuropsychologue et ta pratique clinique, qu'est-ce que tu observes et de quoi as-tu envie de parler justement par rapport notamment aux outils que tu as pu utiliser avec les enfants ou adultes autistes et les résultats que tu vois, hein, finalement dans cette pratique? Alors je précise, je suis juste psychologue du développement, je ne suis pas neuropsy. Mais globalement, ça rejoint un peu tout ce qui a pu être dit avant, c'est-à-dire que l'apport de SACAD a permis de vraiment s'adapter aux jeunes et à leur développement, et du coup, au fur et à mesure aussi de faire attention à leur bien-être et de leur apporter justement ce bien-être qui pouvait être un peu difficile à développer dans d'autres structures, hein, qui n'ont pas forcément ce même mode de fonctionnement. Après, à mon niveau, on a pu observer quand même pas mal
de résultats, c'est-à-dire qu'on a des jeunes beaucoup plus réceptifs, qu'on arrive justement à aider. Donc, ils sont plus apaisés aussi dans un environnement qui, dans un IME, est assez bruyant, assez envahissant, avec beaucoup de mouvements. Donc, on a pu apporter justement à ces jeunes en difficulté des moyens de mieux intégrer l'information. Au niveau aussi du langage saccade conceptuel, on a pu avoir quelques outils qu'on a pu adapter pour des activités, comme notamment la séquence saccade, qui peuvent être utilisées pour enchaîner différentes tâches dans une activité. Donc tout ça, on a pu l'apporter et c'est vrai que pour le coup, on a des jeunes qui sont capables de développer une certaine autonomie, une certaine compréhension aussi de ce qu'on tente de développer chez eux. Donc ça a pu, à mon niveau en tout cas, j'ai pu observer quand même de bons résultats et une bonne méthode d'accompagnement. D'accord. Est-ce que ces résultats durent dans le temps? J'aurais envie de dire que oui. Après, ça fait 2 ans que là, l'établissement a mis en place Saccade, enfin plus de 2 ans. Moi, je suis arrivée il y a à peu près 2 ans, donc c'était déjà installé. J'ai envie de dire que oui, parce que du coup, les jeunes avec qui on l'utilise pour l'instant sont toujours dans l'IME, donc on a cette poursuite de l'usage du modèle Saccade, donc forcément, ça dure dans le temps. Après, on a pu évoquer cette question-là justement avec l'équipe Saccade parce que nos jeunes finissent par partir dans des structures qui n'ont pas forcément la formation Saccade. Et du coup, ça peut interrompre justement tout ce nous, on avait pu mettre en place. Et en fin de compte, c'est pas quelque chose qui va les aider à vie, c'est-à-dire que ça va les aider sur un moment à développer vraiment leur compréhension, à trouver justement cette flexibilité dont ils peuvent manquer. Et donc, du coup, c'est ça qui va par la suite leur permettre de se développer correctement, même si on n'est pas sur du modèle Saccade dans les structures adultes, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, durera dans le temps, en tout cas, que je n'ai pas pu observer à mon niveau, mais... Quand tu travailles simplement un comportement, nous, on doit relire les contextes de à chaque fois pour être capable de réadapter nos comportements. Et ça devient complexe un peu. Quand tu travailles sur le développement, tu es porteur de ton développement, peu importe où tu vas. Fait que c'est un peu l'espèce de distinction, je dirais, entre les deux. On leur donne des outils pour qu'ils soient capables ensuite de les utiliser, mais c'est de façon très cognitive. On a parlé de remédiation cognitive tout à l'heure. On a de la flexibilité, l'abstraction, la compréhension. Donc, c'est des choses un peu plus abstraites, mais qui leur permettent ensuite de la généralisation, justement, dans d'autres cas. Je crois que Florence voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire oui, que ça a duré dans le temps parce que on le constate avec les petites d'UMA quand ils grandissent et puis quand ils arrivent à la fin de la durée des 3 ans d'UMA, on voit qu'ils interagissent ensemble et qu'ils communiquent, qu'ils ont des sujets de conversation ensemble. Pour des tout petits, c'est vraiment super. On a des vidéos là-dessus, c'est vraiment c'est formidable. Et après, pour les adultes, parce que comme j'ai un GEM et qu'il y a des adultes qui viennent beaucoup au GEM et qui ont été suivis aussi par nos services et qui sont sortis de nos services parce que l'accompagnement s'arrêtait, on voit qu'ils continuent d'utiliser le langage Saccade, ils continuent d'utiliser les outils de Saccade pour chez eux, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et en même temps, quand il y a des personnes adultes qui adhèrent au GEM et qui n'ont jamais eu de Saccade, de suivi en Saccade, ils les aident et en Saccade parce qu'ils utilisent le langage Saccade conceptuel avec d'autres jeunes adultes pour les aider. Donc, on voit que c'est quelque chose qui dure et qui est utile pour eux. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui est très bien. Et eux-mêmes, les adultes, le disent. Oui, sinon, ils mettraient de côté les papiers. Hein. Sinon, Alors, ils mettraient, on en a quelques-uns qui les mettent, mais ils reviennent vite les prendre et puis les utilisent. Parce que souvent, ils nous disent oui, non, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin. Et puis, bon, on dit d'accord, on va continuer. Et puis, tout d'un coup, on les voit revenir avec leur conceptuel. Oui, mais voilà, donc j'ai fait ça en conceptuel. Et c'est eux qui reviennent avec le conceptuel. Donc, c'est quelque chose qu'ils se rendent compte que ça leur sert, en fait. Voilà. J'ajouterais peut-être un élément.
j'ajouterais peut-être quant à la question, est-ce que ça dure dans le temps? Je pense que, puis vous pourrez commenter, mais l'anxiété qui est très, très, très présente au départ quand on démarre avec ces gens-là, bien souvent. Et qu'est-ce qui dure dans le temps? C'est l'anxiété finalement qui devient, qui va comme plus diminuer. Et à ce moment-là, c'est un peu un élément, je pense, qui peut être observable, si on veut, si on cherche là, ce qui peut être observable par rapport à tout ça, parce que tout le travail, comme on disait, de remédiation et tout ça, c'est invisible. Alors, ce qui fait que ce que tu viens d'amener, Catherine, au niveau de la déduction, d'initiative, ces éléments-là, c'est pas beaucoup apparent vu de l'extérieur, à savoir si c'est qu'est-ce qui est. Mais comme ça a été bien installé, cette personne-là a accès à son plein potentiel et c'est ça qui dure dans le temps. Et moi, je suis certaine que les milieux de travail doivent être, les gens qui accompagnent les autistes doivent être beaucoup moins anxieux quand ils comprennent un peu mieux comment on fonctionne. Parce que ça doit être très déstabilisant d'être devant un adulte autiste qui parle et de ne pas comprendre comment lui comprend les choses. Et c'est la même chose pour l'adulte autiste, c'est le même phénomène des deux côtés. C'est tout à l'heure, Patrick, tu disais, quand ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train d'amener, ben, quand tu parles à un autiste de lui-même, quand tu lui parles d'autisme, en général, on est capable de savoir que ça correspond à ce qu'on est et on est capable d'embarquer. On est autiste, mais on n'est pas fou. Ça fait qu'on est capable de repérer quand on est en train de parler de nous. Mais quand on parle uniquement des non-autistes, on ne sait même pas de quoi vous parlez les trois quarts du temps. Ça fait que c'est un peu ça l'espèce de différence qui est fondamentale, là. Vous avez l'air de vous comprendre, mais quand même. Et ce qui est flagrant et ce que je dis depuis 20 ans, c'est que c'est pas vrai qu'on n'a pas d'empathie, puisque vos autistes sont capables d'aider les autres autistes. Et moi, ça, j'ai vu ça dans les années 90, quand j'ai commencé les groupes d'autistes et que ils finissaient par être en mesure d'utiliser le langage conceptuel. Ils allaient aider les autres et ils allaient discuter avec les autres. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'empathie chez les autistes. C'est un impact de la cécité sociale. C'est pas la même chose. Dans l'habitat inclusif aussi, on le voit qu'ils s'entraident entre eux, hein, entre locataires, ils s'entraident. Et ça, c'est vraiment formidable, hein, et ils savent quelle particularité a chacun des locataires. Ouais. Et ils s'aident dans chacun de leurs difficultés, ils s'entraident entre eux. Donc ça, c'est vraiment, ça on le constate vraiment. Hein. Et de plus en plus d'ailleurs. Ouais, bon. Et du coup, l'autre question qui en découle, c'est est-ce que quand vous commencez avec SACAD dans un établissement, est-ce que vous repartez à zéro ou est-ce que vous arrivez quand même à utiliser les outils que vous aviez auparavant? Oui. Bon, alors nous, comme je vous le disais au préalable, on a démarré en 2009, hein, donc les premiers services sont ouverts en 2009, donc jusqu'en 2013. Et puis donc les équipes étaient formées, hein, bien évidemment, à beaucoup d'autres approches. Hein. Et donc en 2013, quand il a fallu mettre en place toute une organisation de travail, donc une organisation de travail d'ailleurs que dans notre démarche qualité, on a également cette organisation de travail, donc pour vous dire à quel point l'investissement qu'on a de cette approche. Ça se fait progressivement. Voilà. Il ne faut pas y aller d'un coup, mais très vite, les professionnels, ils y voient tellement d'intérêt que c'est compliqué de faire autrement, quoi. Donc, ils vous le disent. Enfin, ils ont les réponses à toutes les questions qui se posaient, parce que quand on a ouvert un service, au départ, je ne vous dis pas, moi, les questions, pourquoi le jeune, il fait ça, pourquoi il se roule par terre, pourquoi il se met sous la table, pourquoi il longe les murs. Moi, je ne savais pas tout ça, donc c'est sûr, j'essayais d'être logique, mais je n'avais pas les réponses. Aujourd'hui, on ne se pose même plus toutes ces questions-là. Il y a un langage commun aux professionnels dans les temps de réunion. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout est coordonné et ça s'est fait progressivement. Donc, on n'a pas non plus jeté les autres approches. Hein. On a quand même conservé un certain nombre de choses, mais on a suffisamment de professionnels, entre guillemets, quand même, je peux le dire, qui sont quand même experts chez nous et compétents, qui ont su réadapter un certain nombre d'outils pour les rendre utiles en fonction des besoins de chaque enfant. Voilà. Mais aujourd'hui, de manière générale, tout le monde sait que nous, on travaille, les familles, quand elles viennent chez nous, elles savent comment on travaille.
hein. Puisque d'ailleurs, pour que ça puisse fonctionner, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire à une famille, ah ben maintenant on va passer sur une autre approche. Donc il a fallu quand même rencontrer les parents, rencontrer les familles, expliquer ce qu'on allait faire, former les familles. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a fait en partenariat avec les parents. Et bien évidemment, pour que ça fonctionne, eh ben, il faut déjà que la direction, les directions soient bien formées, hein. Alors, on n'est pas des intervenants, mais si on veut pouvoir comprendre ce qui est fait, il faut déjà être très bien formé. Voilà, enfin, moi je pense, hein, voilà, quand on parle d'un jeune, je sais de qui on parle et je peux amener aussi des choses. Aussi, c'est parce que ça nous passionne. Donc, il y a ce travail-là à faire aussi avec les familles pour qu'elles puissent comprendre ce qu'on va faire et on les forme. Voilà. Donc, une fois que toutes ces étapes-là sont mises en place, et après, le travail il va être long. Voilà. Alors, j'ai compris, hein, j'ai eu beaucoup de temps à le comprendre, parce que moi, je suis quelqu'un plutôt d'impatient, où il faut que les choses aillent très vite. Et j'ai compris en travaillant avec nos amis canadiens que le développement, ça ne se faisait pas aussi vite et qu'il fallait être rigoureux. Et surtout, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Ça fait des années que j'ai des appels de plein d'endroits de la France, mais je ne peux pas en parler parce qu'on n'a pas été au bout du dispositif, hein, on n'a pas été au bout des choses. Aujourd'hui, avec 10 ans, on a encore plein de choses à apprendre, hein. On ne peut pas dire qu'on est expert encore, mais en tout cas, on peut vous dire que nos intervenants à nous sont capables aujourd'hui d'intervenir autant avec un petit non-verbal qu'avec un adulte Asperger. Vous voyez ? Et on s'amuse à ça en plus. Quand elles viennent, les Canadiennes, on les met en situation où on va demander à des intervenants adultes SACAD d'aller en UMA. D'accord ? Parce qu'ils vont devoir percevoir d'autres choses. Et un vrai intervenant, c'est quoi ? C'est ça. C'est un profil de personne qu'on cherche et c'est pas forcément parce qu'en France, vous savez que tout est catégorisé, il y a l'AMP, enfin l'AESH, tout ce que vous voulez, là, le ME, l'éducateur. On va être plutôt, bien sûr qu'on cherche des personnes diplômées, ils sont diplômés, mais on va chercher plus un profil de personne qui est motivé, qui a envie de travailler avec nos approches à nous. Voilà. Donc pour ça, ça veut dire beaucoup de formation, prendre le temps, toute une organisation. Alors, je ne vais pas vous la détailler là parce qu'elle est quand même assez complexe, mais alors je peux peut-être le dire, hein, si les Canadiennes sont d'accord. J'ai d'autres questions à poser, mais allez-y rapidement. Je finis juste alors pour dire que, en fait, on va donc comment on a fait, comment on réalise ce travail-là, ça fera l'objet d'un colloque, SACAD et Envol Lorraine, qui aura lieu, donc là vous avez le scoop, hein, qui aura lieu le 7 décembre 2023 à Metz, au centre des congrès, où on va justement, donc il y aura une partie, on va expliquer un petit peu comment on a mis en place SACAD dans nos services, parce que là, on suit actuellement plus de 160 jeunes quand même, c'est pas rien, hein, enfants et adultes, et comment voilà, on illustrera à travers l'UMA, les CESAD, les SAMSA, tout le travail qu'on fait, comment on le fait. Voilà. Super. Le 7 décembre à Metz, Lise et Brigitte, vous ne serez pas trop dépaysés au niveau du froid canadien, je pense, hein. Vous auriez pu faire le 7 juillet à Fréjus, quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est les 10 ans, c'est pour ça. En décembre, le 7 décembre, ça sera 10 ans qu'on collabore, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Écoutez, en tout cas, c'est une excellente nouvelle et on communiquera vraiment sur cet événement. C'est très intéressant. Il y a aussi deux réactions sur le chat. Donc déjà, Sandra de Toulon qui utilise également le modèle et qui confirme qu'on ne repart pas à zéro, mais qu'on se sert de ce qu'on a et qu'on applique la méthode. Et ensuite, il y a une question de Nia. Nia, on vous répondra à la fin donc pour repréciser le modèle SACAD, mais c'est une approche globale. Ce n'est pas seulement un modèle de communication alternative, c'est une approche globale qui va vraiment entrer dans toutes les sphères d'intervention et qui est basée sur les compréhensions des besoins des personnes autistes. Une autre question, donc celle-ci, elle s'adresse à Florence. Alors, moi aussi, je suis impacté par le médico-social en tant qu'administrateur d'une association qui s'appelle AFG Autisme. Il y a de plus en plus de turnover au sein de ce milieu et dans les établissements. Est-ce que le fait d'utiliser le modèle SACAD vous aide également peut-être à fidéliser et à avoir des personnes qui restent plus longtemps dans vos établissements, peut-être parce qu'ils se reconnaissent dans un modèle et qui sont heureux au travail, tout simplement? Alors oui, dans nos services, on a très peu de turnover, on a très peu de changements de personnel. C'est ce qu'on a constaté depuis plusieurs années. Ils sont vraiment fidèles au service Envol Lorraine.
Et je pense que c'est grâce au fait d'avoir harmonisé aussi nos pratiques. En démarrant avec SACAD, on a harmonisé nos pratiques sur tous les services et du coup, ça donne un fil conducteur, hein, puisqu'on utilise tous la même approche, on utilise tous le même langage, on a tous la même façon d'évaluer l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. On se base sur son âge de développement, on se base aussi sur son fonctionnement interne. Toutes ces caractéristiques, quand on évalue l'enfant, l'adulte ou l'adolescent, hein, peu importe le niveau d'atteinte en autisme, ça nous permet de parler le même langage tous ensemble et de travailler en équipe pluridisciplinaire. Et tous les métiers vont parler de la même façon, hein, que ce soit psychologue, neuropsychologue, orthophoniste, infirmière, éducatif, médical, on va tous travailler dans le même sens, ce qui fait qu'on a toujours un appui. Donc les intervenants qui interviennent auprès de l'enfant, ils ne sont pas isolés. Ils savent qu'il y a toujours une équipe derrière qui peut aider. Il y a toujours un professionnel. Quand le professionnel va rencontrer une difficulté, il ne va pas se retrouver seul face à sa difficulté. Il va pouvoir en échanger en équipe. Et on va pouvoir échanger et on va pouvoir donner des pistes d'intervention aux professionnels ou expliquer la situation quand c'est une situation un peu problématique. Chaque corps de métier a la possibilité d'expliquer aussi aux professionnels qui se retrouvent en difficulté. Et puis après, on a mis en place tout ce qui est supervision. Et ça, pour nous, c'est important, la supervision, parce que ça permet d'harmoniser les pratiques, de répondre aux questions également qu'on se pose quand on intervient, parce que quand les intervenants interviennent seuls à domicile ou seuls en face à face dans les services, ils se retrouvent face à leurs difficultés. Donc, et c'est bien qu'il y ait les supervisions pour qu'ils puissent poser les questions et travailler sur l'observation de l'enfant, l'analyse de la situation, et travailler sur les besoins de l'enfant qui sont propres à lui-même, à chaque enfant. Et ça, en supervision, on travaille beaucoup de cette manière-là. Et du coup, on a cette supervision en interne qui nous permet de travailler ça avec les neuropsychologues. Et puis, on a une superviseure orthophoniste qui est experte dans l'utilisation des outils SACAD. Et on fait aussi de la supervision en externe. Brigitte et Lise, quand elles viennent en France, on a la supervision aussi de Brigitte et de Lise qui peuvent nous donner aussi des pistes qu'on n'a peut-être pas vues ou qu'on n'a pas, quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, parfois on ne voit pas tout. Et elles nous aident du coup d'un point de vue externe les pistes d'action qu'on pourrait avoir encore. Et ça nous permet de nous améliorer dans nos pratiques. Hein. Et les professionnels, ils sont soutenus, du coup, ils sont vraiment accompagnés. Ils ne sont pas tout seuls. Et du coup, on n'a pas beaucoup de turnover chez nous. Et au niveau de l'embauche du personnel, on regarde aussi on ne regarde pas tant le diplôme, même si c'est obligé d'avoir un diplôme, hein, mais on regarde aussi la motivation, l'intérêt aussi pour l'autisme, et puis aussi on regarde aussi au profil de la personne pour voir si c'est vraiment un professionnel qui va être intéressé par l'autisme, qui va être motivé de travailler avec les personnes autistes, parce que souvent on leur dit, quand on travaille en autisme, il faut être motivé, il faut être intéressé, parce que sinon c'est compliqué. Et quand on ne comprend pas la personne autiste, c'est compliqué de travailler avec elle, parce que c'est complexe. Donc du coup, on a besoin des profils qui soient un petit peu intéressés par l'autisme. Et on a tout un protocole d'accompagnement du nouveau salarié qui fait qu'on les accompagne quand ils arrivent. Ils sont en doublon pendant plusieurs semaines avec plusieurs professionnels. Tous les corps de métier, ils sont en doublon pour qu'ils voient aussi comment chaque professionnel travaille. Ils sont en doublon avec différents profils de personnes accompagnées, que ce soit des petits, des grands, des ados, etc. Et puis après, on a la formation interne aussi, on les forme à l'interne.
Et puis après, il y a la formation e-learning SACAD. Et après, on accentue sur les formations quand Brigitte et Lise viennent en France. Super, voilà, donc merci, ce qui permet d'avoir un c'est une soutien. réponse complète, ça donne envie, hein, franchement. Hein, moi qui connais de plus en plus ces établissements du médico-social, avoir ce type d'organisation et pouvoir proposer ces parcours aux professionnels, c'est extrêmement important. Alors là, question pour Lise et Brigitte et Catherine. Donc, question pied dans le plat, est-ce que ça coûte cher tout ça, mesdames? Veux-tu répondre? Je réponds? Ben, en fait, c'est que c'est pas plus cher que d'autres formations. Peut-être que les directeurs pourront parler. Mais en fait, souvent, c'est nous, on va ajuster en fonction des besoins et en fonction aussi des capacités de l'établissement. Donc, il n'y a pas une formule complète, identique à tous. On ajuste vraiment en fonction des établissements. Donc, en UMA, en IME, en CESAD, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas le même parcours de formation. Ça varie selon le nombre de professionnels aussi qui sont dans l'établissement, selon la capacité financière aussi de l'établissement. Donc, on a moyen d'ajuster pour voir le rythme aussi. Donc, on a aussi des établissements qui veulent un rythme intensif, on est capable de l'offrir, mais d'autres qui veulent un petit peu plus espacé dans le temps, c'est possible également. Donc, on ajoute vraiment en fonction là, de chaque formule. D'accord. Lise, Brigitte? C'est dans le même sens. Je pense que Catherine te fait vraiment le tour. Je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment le sur-mesure. Ce n'est pas la même recette pour tout le monde. Alors, tout dépendant du type d'établissement, on va aller offrir ou proposer un plan de formation en fonction de la population qui est là. Si c'est une population en IME, par exemple, ce ne sera pas la même recette que si on s'en va en UMA. Ça fait que c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. C'est un peu ce qui fait, je dirais, notre couleur à nous. Et ce qui nous distingue, je dirais, par rapport à peut-être aux autres, c'est davantage tout l'aspect de clinique qu'on apporte, donc de lecture de la personne autiste. Hein, parce que, bon, vous savez, il y en a des techniques, il y en a des formations sur des techniques en quantité. Alors, tout cet aspect-là, je pense que les gens sont quand même bien équipés. Mais quand on arrive du côté clinique, donc, ce qu'on veut dire, c'est de l'aspect de la lecture de la personne qui est devant nous. On n'avait pas ça dans les autres modèles. Alors, ce qui fait que c'est un petit peu ça qu'on apporte et ce qui nous permet de regrouper ensuite ce qui existait déjà quand on te posait la question est-ce qu'on repart à zéro ou pas? Bien, on n'a pas besoin de repartir à zéro. Tout ce qui est fait est fait. Bravo. Maintenant, on va aller faire notre lecture, puis on va pouvoir aller, après ça, adapter, comme Florence et Patrick disaient, ou bien on va aller utiliser les techniques qu'on a apprises, mais au bon moment, et non pas d'emblée, de façon systématique, parce qu'on va avoir lu la personne qui est là devant nous. Alors, en faisant cette lecture-là, on va baisser l'anxiété et tout ça. Alors, vous le savez, hein, en France, hein, aujourd'hui, tout ce qui est appliqué, notamment dans les établissements du médico-social, ce sont les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé. Les dernières mises à jour des recommandations de bonnes pratiques datent de 2012. Et à l'époque, vous n'étiez pas encore là, enfin en tout cas pas en France. Vous y étiez déjà, mais en France, on ne vous connaissait pas. Ce qui fait que vous êtes arrivé après ces recommandations de bonnes pratiques, avec un modèle quand même assez complet et qui surtout a fait ses preuves. Moi, ce que j'aime dire à ceux qui m'opposent parfois que SACAD ne fait pas partie des recos, je dis oui, mais par contre, SACAD, il fait partie des recos des familles. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, en tant que famille ou même en tant que professionnel dans les établissements, quand on se retrouve démuni face à des enfants qu'on n'arrive pas à comprendre et du coup qu'on n'arrive pas à aider, c'est extrêmement, c'est une grande souffrance. Donc, vous êtes arrivé après les recommandations. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et notamment au niveau du recueil des données scientifiques du modèle? Bien, en fait, on dit qu'on a la volonté de répondre aux recommandations. Donc, quand on regarde ce qui est recommandé dans la littérature scientifique, quand il y a des recommandations qui sont faites de façon, je veux dire, même internationale, on est dans les recommandations d'avoir une approche combinée développementale et comportementale également. Donc, c'est ce que SACAD aussi entre à l'intérieur de ça. Donc, on a une intégration dans une approche développementale. Et on a également une approche qui répond aux recommandations dans le sens où c'est individualisé, c'est une approche personnalisée.
On implique beaucoup les familles également dans notre façon d'intervenir auprès de la personne autiste. C'est essentiel que le parent soit informé de comprendre son enfant, comprendre les gestes au quotidien et comment bien communiquer avec son enfant aussi. Donc, pour nous, la portion parent, elle est essentielle et ça, Patrick et Florence en ont parlé tout à l'heure. Ce qui est recommandé aussi, c'est de se tourner à l'interne et d'écouter les personnes autistes. Elles sont expertes de leur fonctionnement. Et nous, on a la chance d'avoir Brigitte, qui est elle-même une personne autiste, qui est capable de nous expliquer ce fonctionnement-là, cette perception-là, ces mécanismes internes-là qui se passent et qui sont pour nous tellement lointains de notre réalité. Donc, avec Lise, elles ont réussi ensemble à traduire ce fonctionnement-là et d'avoir ce modèle qui est complet là. Donc, on est beaucoup dans suivre ces recommandations-là. On rentre dans les recommandations de cette manière-là. On sait que, bon, Lise et Brigitte ont choisi d'abord d'aider les autistes et ne pas attendre après la recherche pour aider parce qu'il y avait un réel besoin et on voit les résultats cliniques qui sont là clairement, comme tu as dit, au niveau des familles, au niveau des personnes autistes, on les voit, les résultats cliniques. Maintenant, on entre dans le domaine de la science pour justement développer des études pour venir démontrer l'efficacité de nos interventions. On a un pied dedans dans le sens où on a, entre autres, proposé notre hypothèse théorique qui a été acceptée dans une revue là, en neurosciences l'année dernière, en 2022. Donc, suffisamment crédible pour être considérée par les pairs, donc dans la revue de neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Ensuite, on a 2 études qualitatives à ce jour qui sont disponibles, mais il y en a d'autres en cours actuellement, d'autres études qui sont là et on cherche à en avoir de plus en plus. Donc, pour justement, dans différents milieux, arriver à démontrer ces effets-là, cette efficacité-là des interventions. Puis, dernier point par rapport aux recommandations, c'est qu'on a aussi des mesures d'évolution. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer, de faire une lecture initiale des besoins de la personne autiste et de mesurer l'évolution dans le temps et d'avoir des prédictifs aussi, de savoir qu'elle est là. Ensuite, elle risque d'être là, d'être là, d'être là. Et donc, ça nous permet de faire des mesures pré-post et ainsi de suite. Et je vois un commentaire dans le clavardage par rapport au ARS. Là, il y a différentes ARS là, qui ont accepté effectivement là, le modèle SACAD. Là, je m'y connais moins. Patrick a pensé peut-être plus. Là. Patrick pourrait plus se positionner par rapport à l'MDPH aussi. L'MDPH aussi. Ouais. Nous, on n'a jamais eu, on n'a jamais caché ce qu'on faisait. Hein, donc, quand on est vers l'EMA, on a dit clairement qu'on allait travailler sur le modèle-là et pas autrement. Donc voilà, on a pris nos responsabilités. L'association qui nous emploie l'a prise aussi. Les financeurs nous ont fait confiance. Je veux dire, nous, on suit je ne sais pas combien de jeunes. Je ne crois pas qu'il y a un seul de nos jeunes qui est passé dans un PAG. Au contraire, on récupère ceux des autres établissements qui ont des difficultés pour arriver à les gérer. Donc, je m'excuse, mais à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait me reprocher quoi que ce soit. Et puis, je crois que Catherine l'a très bien dit. Les recommandations, c'est du développemental. Donc, on est tout à fait dans ça. Donc, moi, à partir du moment où on est là-dedans, il n'y a aucun souci. Et puis, voilà. Et puis après, il faut aussi se lancer. Il faut surtout une volonté associative avant tout. Et puis après, voilà, les choses se font naturellement parce que les gens, ils ne sont pas dupes. Hein. Ils voient comment les choses fonctionnent, comment les choses avancent. Et puis, vous avez le retour des familles, c'est le plus important pour nous, c'est les familles. Les familles, voilà, elles sont satisfaites, elles sont contentes. Et quand on parle de aussi comment la suite se fait, c'est là où c'est important et c'est ça dont l'intérêt, ça aussi, même les établissements, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail, il est relayé aussi dans la famille avec l'éducateur. Et ça, c'est ça qui va faire perdurer aussi les choses. Hein, parce que, voilà, donc, voilà pour ce que j'avais à dire. Pour préciser, parce que nous en France, on utilise beaucoup d'acronymes. Patrick vient de parler de PAG, c'est des plans, ça veut dire plan d'accompagnement global. Un plan d'accompagnement global, c'est notamment quand l'accompagnement d'une personne en situation de handicap ne répond pas à ses besoins. Et effectivement, c'est une bonne chose de dire que tous les jeunes que vous accompagnez vous aujourd'hui, justement, ils n'ont pas de PAG. C'est-à-dire que concrètement, vous arrivez à répondre à leurs besoins. Merci Patrick, merci Florence. Une petite dernière question avant de passer à la conclusion et aux réponses aux questions des différentes personnes présentes. Leslie, alors vous qui êtes une jeune professionnelle, alors je ne sais pas en termes d'âge d'expérience, mais vous êtes jeune. Hein, donc, qu'est-ce que SACAD a changé dans ta pratique finalement?
J'ai entamé mon travail à l'IME directement après mes études. Donc, je suis sortie d'études sur la psychologie du développement qui étaient basées sur les modèles qui existent déjà depuis très longtemps et qui sont implantés dans toutes les structures qu'on peut voir ici. Donc, c'est vrai que ça m'a apporté justement une vision que je n'avais pas forcément et qu'on a tendance à sous-estimer. En fin de compte, le fait de prendre en compte le fonctionnement interne, c'est tellement important que c'est vrai que ça change totalement la perception des choses et ça permet justement d'accompagner vraiment au mieux les jeunes ou les adultes d'ailleurs aussi, hein. Donc moi j'ai vu vraiment une autre méthode de fonctionnement et qui a apporté vraiment beaucoup plus de points positifs, je dirais. D'accord. Merci, merci à tous, hein. Moi, ce que je dirais aujourd'hui pour conclure ces riches échanges, c'est qu'effectivement, ce modèle, qui vient du nord, hein, du Canada, et qui aujourd'hui, est de plus en plus plébiscité en France. Il est plébiscité pour, 2 raisons principales. La première, c'est que c'est pour moi, en tout cas, le premier modèle qui s'attache vraiment à partir des besoins de la personne autiste, mais vraiment dans le fond, non pas des besoins de la personne autiste pour exister dans la société, mais de ses besoins personnels et ça, c'est extrêmement important et deuxièmement, parce que c'est un modèle qui aujourd'hui, répond aux besoins des familles et qui fait ses preuves sur le terrain. Il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, notamment dans le fait de disposer d'éléments scientifiques et cliniques, probants, de faire partie des recommandations de bonnes pratiques, bien qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, SACAD est arrivé après les recommandations de 2012 et depuis, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc je pense que SACAD aujourd'hui peut très bien prétendre, à faire partie des recommandations de bonnes pratiques et si les ARS, comme celle de Moselle, valident, l'utilisation du modèle dans les établissements du médico-social, donc financés par l'État, c'est que SACAD aujourd'hui répond à ces recommandations. Il suffirait juste de mettre à jour tout ça pour pouvoir le confirmer. En tout cas, vraiment merci beaucoup, à tous pour Histoire votre de même pas avoir de participation. courrier de l'ARS. Ils sont peut-être effectivement en off, là, ils ont mis un faux nom. Donc merci à tous pour les échanges Non, et on leur fait Catherine, confiance. je te laisse prendre les questions de la conversation. Oui, il y avait une autre dame qui faisait juste ajouter, je crois qu'ils utilisent aussi le modèle SACAD probablement, là, ou du moins cette compréhension de l'autisme-là en termes de système de communication qu'ils vont aussi utiliser. Effectivement, on l'a parlé sommairement, mais le modèle SACAD, quand on comprend l'autisme, il faut d'abord lire, ça fait partie des outils, et ensuite, il y a différentes techniques d'intervention. Et dans les techniques, il y a le langage conceptuel qui a été abordé, mais il y en a d'autres aussi qui aident davantage à, on appelle nous la conscience du corps au niveau de l'équilibre, la synchronisation neuronale. On a d'autres étapes plus primitives encore qu'on adresse, qu'on travaille avec la personne autiste. Mais oui, il y a aussi le langage conceptuel, il y a aussi les interactions. C'est complet, en fait, comme modèle. Donc, peut-être pour répondre à la question également de Madame au départ, là, au niveau de l'approche plus globale. Sinon, il n'y a pas d'autres questions, mais si vous en avez, là, vous pouvez les écrire. J'ai Sandra Lanurien aussi qui a rajouté que l'ARS du 77 a accepté également. Donc, moi, ça ne me dit rien, mais Il y en a d'autres. il y en a d'autres il y en a aujourd'hui, d'autres là, agents. Oui, il y en a plusieurs. Là. qui ont accepté des Ouais. projets, effectivement. Il suffit de faire les demandes. Ça se fait de plus en plus. Il ne semble Il y pas avait y avoir cette d'autres question questions. sur les divergences, convergences avec l'ABA et le TEACH. En fait, c'est quoi la question? oui, la question, c'est quelle est, bon, je ne connais Quelle pas sa carte, divergence, pourriez-vous convergence avec des préciser? approches comme ABA et TEACH? En fait, souvent, on va dire SACAD, c'est intégrateur, c'est-à-dire qu'on va intégrer, une fois qu'on comprend l'autisme avec une approche développementale, on le comprend comme une condition neurodéveloppementale, on est capable ensuite de cibler les besoins de la personne autiste et donc d'utiliser différentes techniques selon les besoins. Et dans les techniques qui seront utilisées, on pourrait parfois utiliser du ABA selon les besoins. On pourra utiliser du TEACH aussi, ce sera super utile. On pourra utiliser d'autres techniques comme PECS aussi qui existent également. Donc, c'est là où c'est complémentaire. C'est de cette façon-là qu'on comprend, qu'on peut utiliser là, nous, notre compréhension de l'autisme. Je dirais même que quand tu comprends comment fonctionne l'autisme, quand tu es capable de t'adresser à l'autisme chez la personne et arriver à une certaine gestion,
Après ça, s'il reste de vrais troubles de comportement, tu peux même gérer tes vrais troubles de comportement avec une efficacité. Parce qu'il faut démêler qu'est-ce qui appartient à quoi, là. Ça fait que c'est pas que Teach, que ABA, que PEX, c'est l'ensemble des interventions dans le domaine de l'intervention. Ça regroupe tout, là. Il y avait une question aussi sur une personne qui s'interroge sur la capacité d'accès au langage conceptuel pour des personnes avec un trouble du développement intellectuel associé qui n'auraient pas accès à la lecture d'images ou à la symbolique des images. C'est ce que je venais de répondre. Oui, le langage conceptuel va être utile à un certain niveau de développement autistique, mais sinon, quand la personne elle n'est pas rendue à cette étape-là, on a d'autres techniques d'intervention qui aident justement avant d'être en mesure d'utiliser le langage conceptuel. On arrive à comprendre. Et c'est là, souvent, dans ces personnes autistes-là, qu'il y a davantage de manifestations autistiques, beaucoup plus de gestes, de crise. Et c'est là qu'on arrive à les comprendre et les aider à garder cet équilibre-là pour éventuellement leur donner accès au langage conceptuel. C'est comme une étape préalable au langage conceptuel. Merci. J'ai une dernière question pour Brigitte. Est-ce que les neurotypiques ont des troubles du comportement? Tu veux vraiment que je réponde à ça? Ouais, je veux bien. Les neurotypiques ont la mauvaise habitude de penser qu'ils sont le seul modèle. C'est juste ça, ma réponse. Ok, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont assisté. Alors bien sûr, ce sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de SACAD et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de SACAD pour avoir les différentes capsules, les différentes présentations des formations, certaines présentations aussi des e-learning, puisque vous pouvez suivre l'ensemble du parcours de formation également en e-learning, puisque SACAD a eu la bonne idée pendant le confinement de créer ces parcours de formation. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt alors. Oui, merci à toi. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.